Un concert en forme de voyage, un voyage à travers les rythmes d'un instrument qui depuis des siècles a toujours accompagné les rituels profanes et sacrés et très souvent aussi les situations de transe, le tambourin. Proposé par le Printemps des Arts, vendredi 23 mars à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris, la Nuit du tambourin nous a permis de découvrir le Tambour Quartet, un ensemble unique qui réunit 4 artistes représentant chacun leur propre culture, l'Égyptien Adel Shams El-Din, le Français Paul Mindy, devenu maître dans l'art des tambours brésiliens, l'Indien Ravi Prasad et l'Italien Carlo Rizzo. Le tambourin, c'est essentiellement un cercle sur lequel on a fixé une peau tendue. Des fois, il y a des rondelles métalliques qu'on appelle des cymbalettes à l'extérieur, donc fixées par des clous qui vont résonner avec les rebonds du tambourin. Soit il y a des cordes tendues à l'intérieur, soit il y a des anneaux, soit il peut y avoir des clochettes. Il y a énormément de possibilités. En tout cas, le tambourin, c'est un instrument qui est né en Mésopotamie il y a 4100 ans. On a des restes, on peut voir dans des musées. Et il est donc depuis parti vers l'Orient jusqu'à l'Inde et la Chine, et après l'Ouest, en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce ancienne, et puis débarqué en Italie du Sud. Là, moi, je viens d'Italie, justement. Et après, c'est parti jusqu'en Irlande, puis par les Portugais jusqu'au Brésil. Le tambourin, c'est un instrument de percussion. Donc la percussion, c'est un des 3 éléments essentiels de la musique, c'est le rythme. Mais avec nos voix, nous faisons la mélodie. Et avec nos voix, nous pouvons aussi faire des polyphonies, donc faire de l'harmonie. Donc je crois que notre spectacle, Tambour Quartet, est un spectacle où il y a la musique avec un grand thème. Et l'idée, c'est de ne pas uniquement jouer du tambourin, mais rajouter des instruments qui traditionnellement sont aussi avec les tambourins. Par exemple, les flûtes ou le birimbau du Brésil. Mais les voix ont une partie essentielle. Le voix, depuis l'Antiquité d'ailleurs, a toujours été accompagné par des tambourins. On peut même dire qu'à l'Antiquité, les fameuses ménades de Dionysos à l'époque ancienne grecque, elles étaient capables de chanter, jouer le tambourin et danser en même temps. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, donc vous voyez, on a encore de la route et de l'apprentissage à faire. Samedi 24 mars, salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, soirée musique ancienne avec l'histoire de Judith, d'après l'œuvre de Marko Marulic et des agonies anonymes croates. La figure de Judith, cette femme héroïque qui tue l'ennemi Holoferne pour libérer son peuple, était interprétée par Katarina Livlanic, chanteuse, comédienne et directrice de l'ensemble Dialogos. Le texte a été écrit en 1501, en avril 1501. L'auteur est très précis. Pendant la période de Carême, il s'agit d'un poète croate, Marko Marulic, qui est très célèbre, qui est considéré comme le premier humaniste croate, et qui écrit un texte donc en croate, mais en s'inspirant des poètes épiques du Moyen-Âge. Donc on peut dire que c'est un humaniste qui compose un texte nouveau, mais selon des principes hérités de la période précédente. Il n'y a aucune note de musique dans les sources qui nous sont parvenues. On n'a que des imprimés sans musique. Mais ici, les membres de l'ensemble Dialogos se sont inspirés de ce qui se passe actuellement en Croatie, où il existe encore des poètes qui chantent des récits épiques, des récits de l'histoire ancienne, ou même qui mettent en musique des histoires vraiment très contemporaines. Même la guerre de Bosnie a fait l'objet de poèmes épiques chantés de nos jours. Donc les membres de l'ensemble Dialogos, et en particulier Katarina Livjanic, a été les voir, les écouter, et s'est dit qu'elle allait interpréter en chantant et même de manière dramatique le texte poétique de Marko Marulic. C'est magnifique.
Dimanche 25 mars, à l'auditorium Régnier 3, c'était la journée surprenante du Printemps des Arts. Une journée faite pour surprendre donc, mais surtout pour découvrir, pour entendre et voir. Les spectateurs auditeurs, très nombreux, et pour cela divisés en 3 groupes, pouvaient voyager de demi-heure en demi-heure d'un espace à l'autre, aller et venir, pour écouter notamment l'altiste Geneviève Strosser. Geneviève Strosser, dont le répertoire de pièces solo comprend les plus grandes œuvres écrites pour alto du XXe siècle, a interprété des pièces d'Apergis, Kurtak, Xenakis, Ligeti. Pianiste français désormais incontournable de la scène musicale, Bertrand Chamaillou, déjà titulaire de 3 victoires de la musique, est doté d'un très vaste répertoire impliqué dans la création contemporaine. Il oscille d'un style à l'autre avec une facilité déconcertante. Moi j'aime bien la notion de voyage, c'est pour ça que j'avais été intéressé à ce cycle des années de pèlerinage de Liszt. Les années de pèlerinage, c'est un voyage à la fois physique, parce qu'il y a des paysages, des choses comme ça, c'est un voyage au travers de la vie de Liszt tout entière, une quête spirituelle aussi, etc. Et donc moi j'aime bien les voyages autant géographiques que les voyages dans le temps. Et j'aime bien les confrontations quand elles ne sont pas en tout cas fortuites. Là en l'occurrence, dans le cadre du Printemps des Arts, j'étais surtout venu pour jouer de la musique contemporaine, parce que c'est une journée surprenante, donc créer un effet de surprise et profiter justement de cette émulation pour pouvoir faire approcher aux gens la musique contemporaine, qui est réputée difficile et ardue, d'une manière un petit peu plus décomplexée, différente. Pensez-vous qu'un interprète est aussi un créateur? Oui, à sa manière, mais moi personnellement j'ai rêvé d'être compositeur quand j'étais enfant. Je suis beaucoup plus fasciné par la création que par le côté exécution, même si je pense qu'il y a une part de création, parce qu'on dit que l'interprète est un passage, mais c'est un passage obligé quand même. Et donc fatalement, il y a une réappropriation de l'œuvre, même si on essaye, comme des comédiens, c'est un côté acteur, on essaye en s'approprier un texte, tout en insufflant sa personnalité, de se glisser dans la peau d'un créateur, d'un personnage ou d'une époque, mettons aussi. Mettons, quand on joue de la musique du XVIIIe siècle, on doit essayer de de s'imaginer, en tout cas avec nos yeux d'aujourd'hui, qu'est-ce que peut être un homme du XVIIIe siècle, par exemple. Mais j'ai de plus en plus tendance à croire qu'effectivement, ce serait bien qu'on réévolue vers une forme de... Ça s'est beaucoup séparé, je veux dire, les interprètes, les compositeurs, autrefois on pratiquait tout, la création, l'interprétation. Ça serait bien qu'on réévolue vers ça. Moi j'envisage sérieusement de me remettre à cette première passion en amateur, on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas de compléter un petit peu ce panorama, parce que je trouve que c'est dommage d'être seulement interprète, comme d'ailleurs c'est dommage d'être compositeur sans être interprète, même si par exemple on peut être bien meilleur dans un domaine que dans l'autre, mais c'est un petit peu dommage de séparer à ce point ces deux choses, quoi. Voilà. Surprenante aussi la rencontre entre la comédienne Julie Durand et le poète-écrivain Charles Penquin, applaudissant le public à la sortie d'un concert. Le poète Charles Penquin publie dans de nombreuses revues, improvise au mégaphone, au dictaphone, dans sa voiture, dans certains TGV. Avec Julie Durand, il dit des poèmes en public. Un beau boulot, une belle balade, large, donc j'ai bande, barge, on est en Bargeland, on est les bouffons, on est resté, ils trempent dans la fenêtre, alors du coup il faudrait plein de doigts, avec plein de mains, avec plein de doigts pour retirer le bouffon de la fenêtre française, babal. Incontournable et toujours bienvenue à Monaco, la danse était présente dans la journée surprenante du Printemps des Arts. Sur une musique de Michael Yarrell, Abschied, choisie par Marc Monet, l'Académie de danse Princesse Grace a proposé une mosaïque résumant une année de cours, de réflexion, de travail et d'atelier.
Les élèves, ils étaient au début, je parlais de ce projet, naturellement, ils avaient l'obligation de la faire, mais on en a parlé beaucoup avant, et en fait, les gens se demandaient mais comment est-ce qu'on va faire ça dans un auditorium, sur une moquette, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais j'ai vu qu'il y a eu vraiment un travail d'équipe, chacun a proposé aussi, il y a des petits moments dans la soirée, enfin, dans le ballet, les 20 minutes de ballet, que c'est eux-mêmes qui ont chorégraphié aussi, alors non, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup, moi j'apprécie beaucoup ce que Marc Monet fait, c'est des situations comme ça où les gens sont étonnés, se rencontrent, des mondes différents se rencontrent, des professionnels avec des amateurs ou des élèves qui se rencontrent. Alors ça me parle beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour la formation d'un élève. Très forte impression, je dois dire. C'est une journée difficile pour nous, parce que c'est une journée qui demande une énorme organisation. Nous avons toujours des petits dérapages dans ces organisations, un musicien qui joue un peu plus longtemps, un musicien qui n'est pas là, ou des choses comme ça, donc qui nous posent quelques problèmes, mais on résout toujours sur le moment. Et je dois dire que tous ont participé avec vraiment une passion étonnante, et particulièrement l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, à qui j'ai demandé, ce qui n'est pas commun, de jouer 3 fois dans l'après-midi, mais en s'arrêtant quasiment 3 quarts d'heure entre chaque pièce. Donc c'est pas simple pour la concentration, pour le jeu, tout ça. Mais tout le monde a joué vraiment formidablement. Salle Yakov Kreisberg de l'auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jean Desroyer a interprété 3 pièces nouvelles, commandées par le Printemps des Arts, parmi lesquelles Tour à Tour 3 de Philippe Hurel. Est-ce que c'est un moment particulièrement émouvant pour le compositeur de rencontrer ceux qui vont jouer sa musique et d'entendre les premières notes sortir de leurs instruments? Ça dépend de la taille de l'effectif. Si vous êtes avec 5 ou 6 musiciens, évidemment, les gens viennent directement vers vous, parlent, on va manger ensemble juste après. Avec des orchestres de 80 personnes, il est difficile de dire que c'est émouvant, c'est angoissant, c'est autre chose. Et puis c'est un orchestre de 80 personnes, c'est un peu comme une salle de classe pour un prof qui arriverait pour la première fois, de grands élèves évidemment, à la fac par exemple, qui arriverait, qui est obligé de convaincre en très peu de temps. Donc on n'est jamais sûr que ça... On se dit est-ce qu'on les ennuie, est-ce qu'ils ont envie de jouer, est-ce qu'ils ont tellement de choses à faire en ce moment. Donc c'est ça qui est plutôt très angoissant pour un compositeur. Tous les compositeurs le reçoivent, ça le ressentent, et c'est depuis la nuit des temps en fait, depuis que les compositeurs, enfin la nuit des temps, non, depuis qu'il existe des compositeurs, cette façon, parce qu'il y a quelque chose de pas très démocratique, d'une certaine manière, de donner sa partition et dire à 80 bonhommes maintenant jouez ça. Voilà, donc on fait assumer cette chose. Puis il y a un chef qui est là, qui doit lui aussi faire régner l'ordre. Et il y a aussi une attribution des rôles entre le chef et le compositeur. Et dans des délais de temps de travail qui sont, plus l'effectif est grand, on peut dire, en musique, plus les temps de travail sont courts, pour des raisons économiques qu'on peut comprendre. Donc si vous avez un quatuor à cordes, vous allez avoir 20 répétitions. Avec un orchestre symphonique, vous allez avoir 4 petites répétitions d'une heure et demie, encore 1 heure. Donc il faut être super efficace avec un orchestre. Il ne faut pas douter, il faut foncer. Et puis après, ils aiment pas, mais ça c'est très difficile. Et c'est vrai que la première écoute est toujours angoissante. Plus qu'émouvante, angoissante. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la musique contemporaine dans la vie musicale, parlons de la France, en Europe? Est-ce qu'il faut, comme par exemple le Printemps des Arts, faire un mélange de toutes les musiques pour pouvoir effectivement toucher un grand public? Le problème n'est pas le problème de la musique contemporaine, le problème est de la musique en général. À part la variété, il n'y a plus rien. Il faut être clair, soyons directs. Il y a une culture qui est en train de mourir, c'est la culture de la musique écrite. Une fois qu'on sait ça, on sait tout. Alors, pour la musique contemporaine, il y a 20 ans, je vous aurais répondu, parce que les temps étaient plus cléments, qu'il fallait faire des concerts radicaux. Moi, ce que je monte toujours avec mon propre ensemble, des concerts radicaux, mais dans les capitales, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, comme vous le soulignez, quand ce sont des villes pas habituées, le mélange est nécessaire. Et c'est vrai que le mélange, ce qui est bien au Printemps des Arts, c'est un mélange large. C'est pas seulement un mélange Bruckner et de la musique contemporaine, c'est Bruckner, mais aussi Galliano, d'accordéon contemporain, mais aussi l'autre jour des tambourins. C'est-à-dire c'est un mélange qui montre... Le public a besoin de comprendre une chose, c'est que les compositeurs, c'est pas des genres de farfelus intello qui feraient des sons pourris pour emmerder le monde. Ils sont là dans une continuité, puis on écoute aussi le reste. Moi, j'ai fait du jazz rock, j'écoute du jazz, voilà. On est en plein dedans. Simplement, on nous a collé cette étiquette à l'époque de l'avant-garde, où il faut bien le dire, les compositeurs aussi ont un peu surestimé leur pouvoir d'une certaine manière. Mais c'était une époque porteuse, donc ils l'ont cru. Pour la Seconde Guerre mondiale, le compositeur était dans l'établissement musical une chose importante.